La présence maritime russe en mer Noire est suffisamment importante pour être une base de lancement de missiles de croisière depuis les frégates, les corvettes et les sous-marins disponibles. Ces matériels mettent tous en œuvre le missile de croisière Calibre, ce qui offre aux Russes de réelles capacités d'action dans la profondeur. Depuis l'annexion de la Crimée en 2014, les Russes ont installé dans cette péninsule de nombreux systèmes de déni de zone. Parmi ceux-ci, des systèmes de missiles hypersoniques Bastion. Le Bastion peut être perçu avant tout comme un système anti-navire de défense côtière, mais il se révèle aussi être un système offensif d'attaque au sol. Des frappes sol-sol avec des missiles Bastion ont déjà été menées par les Russes lors de leur engagement en Syrie, et c'est donc également le cas en Ukraine. Le fait que des missiles changent de type de cible n'est pas nouveau. Par exemple, le missile anti-aérien américain Nike Hercules pouvait frapper des cibles au sol. Parmi les systèmes anti-navires, il est possible d'évoquer le système défensif Bastion, qui devient offensif, mais également le missile hypersonique Kinzhal, destiné à frapper des groupes aéronavals, qui a été utilisé au combat pour frapper des entrepôts de munitions. Ce changement de milieu ou de cible fut étonnant pour certains et a suscité des spéculations sur l'état des stocks des autres missiles. Dans la doctrine russe, il semble que plus que les moyens, c'est surtout l'effet qui importe, que ce soit la destruction matérielle ou l'affaiblissement psychologique de l'adversaire. Un fait maritime majeur de ce conflit est la destruction du Moskva. Il coule le 14 avril 2022 suite aux dommages causés par 2 missiles Neptune ukrainiens. Ce navire est le vaisseau amiral russe de la flotte de la mer Noire. Cette classe de navires, destinée à la lutte contre les porte-avions de l'OTAN, dispose également de larges capacités de contrôle et de commandement ainsi que de fortes capacités de combat anti-aérien. Le 1er juillet, un navire russe aurait également été coulé par un missile Harpoon de facture américaine. La destruction d'un navire de débarquement de la classe Alligator dans le port de Berdiansk le 24 mars 2022 par un missile Tochka-U interroge sur les capacités de défense antimissiles russes, notamment sur une base maritime, un lieu stratégique s'il en est. Le même missile a endommagé 2 navires de la classe Rapusha. Cet événement semble compromettre la capacité des Russes à réaliser un assaut amphibie. Dans la mesure où la présence russe en mer Noire ne souffre d'aucun rival, l'absence d'un assaut maritime majeur est d'autant plus notable. On peut se rappeler que lors de l'opération Desert Storm, les forces armées américaines avaient réalisé des préparatifs d'un assaut amphibie sans que celui-ci ne soit jamais réalisé. Cette absence interroge sûrement la capacité de guerre contre les mines de la marine russe. La marine russe organise le blocus des ports ukrainiens de la mer Noire. L'accès par l'Ukraine à la mer d'Azov est rapidement bloqué par les Russes. Outre l'aspect militaire, les incidences du blocus naval sur les exportations de céréales sont majeures. La Russie et l'Ukraine font partie des plus gros producteurs mondiaux de blé. Le blocage des exportations devient un moyen de pression supplémentaire. Les Ukrainiens ne veulent pas déminer les ports par peur d'une invasion maritime russe. Le 22 juillet 2022, un accord est signé par les 2 parties pour permettre l'exportation des céréales ukrainiennes vers le reste du monde. Le premier navire part du port d'Odessa le 1er août 2022. Le bateau, du nom de Razoni, transporte 26 000 tonnes de maïs ukrainien à destination du Liban, mais son parcours se révéla plus difficile que cela. La domination du ciel ukrainien par les forces aériennes russes n'est pas évidente, et cela est toujours valable au mois d'août. La campagne aérienne est surtout marquée par le tir de missiles de croisière. Cette forte consommation de munitions stratégiques est réalisée par les bombardiers des forces aériennes, mais également des forces navales. Les KH-101, KH-22 et Kinzhal sont largement utilisés pour des frappes au sol. Les bombardiers ne sont pas mis en avant dans les publications de vidéos du ministère de la Défense russe. Ils sont cependant bien actifs. Là encore, il semblerait que tous les types de bombardiers soient utilisés. Ils opèrent largement depuis le ciel russe. Cependant, des Tu-23M auraient lancé des missiles antinavires KH-22 sur le territoire ukrainien depuis le ciel biélorusse. Les avions les plus modernes de l'inventaire russe sont utilisés, notamment le Su-35, le Su-34, le Su-30 et dans une moindre mesure le Su-24. Les vidéos mises en ligne laissent apparaître des missiles anti-radar sous les ailes des Su-35S.
Mais aucune bombe guidée sous les ailes d'un Su-34 et toujours beaucoup de roquettes sous les ailes d'un Su-25. Une vidéo illustre le tir de missiles R-77-1 par un Su-35S. Les sorties aériennes russes peu nombreuses interrogent les observateurs occidentaux. Même s'il est vrai que les forces aériennes ukrainiennes ne sont pas pléthoriques, il ressort que la domination du ciel par les Russes n'est pas totale. De même, les avions de soutien électronique et ou d'alerte avancée ne semblent pas avoir une activité intense. Enfin, les analystes occidentaux indiquent que le soutien aérien, par voileur fixe notamment, a fait défaut aux forces terrestres. Il semble ressortir que les capacités aériennes russes aient été empêchées par les forces ukrainiennes. Les Russes déploient d'énormes ressources pour anéantir les capacités antiaériennes ukrainiennes. Ils font largement connaître les succès, comme lors de la destruction de systèmes S-300. Concernant l'avion de 5e génération Su-57, des premières versions ont été utilisées au combat lors de l'intervention en Syrie. Il est donc possible qu'il en soit de même lors de l'opération en Ukraine. Les premières heures ou les premiers jours sont marqués par un important assaut héliporté sur l'aérodrome de Stomel, à proximité de la capitale Kiev. L'artillerie aurait apporté un soutien à cet assaut. La possession de cet aérodrome a évolué à de nombreuses reprises. Cet assaut ne semble pas avoir été déterminant lors de la suite immédiate du conflit, et aucun autre assaut de cette envergure ne semble avoir été mené par la suite. Les vidéos disponibles montrent des missions de lutte contre les véhicules et les places fortes. Les vidéos illustrent abondamment une technique de tir de roquettes et ont pour but de maximiser la portée. Il semble ressortir que les opérations aéroterrestres ont été extrêmement difficiles à mener, et surtout consommatrices en ressources humaines et matérielles. Il semblerait que les VDV aient subi de très lourdes pertes durant les premières phases de combat. Il semblerait qu'un Il-76, chargé de troupes aéroportées, ait été abattu dans les premières heures du conflit. Les vidéos illustrant des carcasses calcinées de divers types de véhicules des VDV attestent de la violence des combats et des lourdes pertes subies. Il semblerait que les activités russes dans le domaine électromagnétique soient plutôt faibles. L'interférence des signaux GPS par les Russes n'est pas aussi agressive que prévu. Pourtant, les forces russes savent très bien brouiller les signaux GPS loin derrière les frontières ou sur de vastes zones. Le brouillage peut s'avérer tellement précis qu'il n'affecte pas les signaux du système de navigation par satellite russe GLONASS. Pourquoi la Russie ne bride-t-elle pas plus le positionnement par GPS en Ukraine ? Bien que le système de positionnement russe soit efficace, il semble probable qu'il n'y ait pas suffisamment de récepteurs GLONASS pour équiper toutes les forces russes. Des récepteurs GPS bon marché sont souvent une solution provisoire pour certains Russes mal équipés. Les forces russes peuvent également souhaiter protéger l'infrastructure ukrainienne pour leur propre utilisation. Des attaques contre les signaux GPS pourraient engendrer des dommages qui causeraient plus d'inconvénients stratégiques à long terme que de gains tactiques immédiats. De plus, le brouillage est visible de l'ennemi, qui peut alors lancer une attaque d'artillerie, aérienne ou terrestre. Les commandants russes limitent peut-être la puissance et le temps de brouillage pour éviter les tirs hostiles. Enfin, il est possible que les Russes économisent le matériel. L'Ukraine n'est pas l'ennemi qui inquiète le plus Vladimir Poutine. Les États-Unis et l'OTAN sont au cœur de ses préoccupations. Le déploiement des armes les plus sophistiquées en Ukraine permettrait aux adversaires d'étudier les technologies et les tactiques. Cela conduirait au développement de contre-mesures, ce qui rendrait les armes russes moins efficaces et ou nécessiterait le développement de nouvelles. Concernant les possibles pertes dans ce domaine, la livraison par les États-Unis de missiles anti-radar AGM-88 ARM ainsi que leur possible installation sur les MiG-29 ukrainiens aura une incidence certaine sur les pratiques russes. L'usage de ce missile depuis une plateforme terrestre reste à définir. Enfin, l'ajout de la mission de suppression de défense aérienne, ou SID, semble un peu lourde pour les quelques MiG-29 en capacité de voler. Au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, une vague de cyberattaques contre les réseaux et les infrastructures de l'Ukraine sont redoutées. L'attaque numérique préalable massive n'aura pas lieu. Les pays qui soutiennent l'Ukraine ne connaissent pas non plus de telles attaques. Les raisons de cette clémence en ce domaine restent pour l'heure inconnues. Bien que les 24 derniers mois ont été marqués par une augmentation notable des cyberévénements, le domaine numérique reste un théâtre des opérations relativement calme. La Russie continue d'exploiter le domaine numérique pour faciliter ses offensives et maintenir la pression psychologique en s'attaquant à des cibles sensibles. Comme pour le domaine numérique, la Russie souffle le chaud et le froid dans le domaine spatial.
Ainsi, le 15 novembre 2021, les Russes réalisent avec succès un tir d'un missile anti-satellite. Le système utilisé, Nudol, est alors en phase finale de développement. L'opération spéciale russe, menée en Ukraine 2022, marque le retour du combat de haute intensité sur le continent européen. La mobilisation massive de l'outil militaire russe n'a pas permis de prendre un ascendant rapide sur les forces ukrainiennes qui sont toujours actives 6 mois après le début du conflit. Les forces russes ont fait preuve d'un certain nombre de négligences et de manque de considération tactique. Le niveau de perte dans les domaines les plus exposés au feu ne peut que laisser interrogatif. Il faut garder à l'esprit que les Russes ont élargi leur sphère d'influence de manière considérable en Ukraine. Cependant, la conduite des premières semaines et des premiers mois de cette opération semble poser la question de l'état de préparation des forces et de l'impact des exercices stratégiques sur la préparation au combat. La conduite de l'exercice Vostok 2022 et des prochains sera intéressante à suivre.